Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous vous proposons d'illustrer l'utilisation des bilans d'énergie pour identifier des conditions de stabilité de réaction exothermique, stabilité thermique de réaction exothermique. Donc on commence toujours par les données du problème. On s'intéresse au cas d'un composé, le peroxyde de ditertiobutyle, dont la formule est ici, qui est un composé liquide susceptible de se décomposer thermiquement suivant une réaction du premier ordre, et on donne la constante de vitesse et on donne aussi l'énergie d'activation en kJ par mol. Ce composé liquide, ce peroxyde, il est stocké dans un réservoir sphérique qui a un coefficient de transfert de chaleur global vers le milieu extérieur de 15 watts par mètre carré par Kelvin. C'est un coefficient de transfert de chaleur qu'on va noter U ici. Et donc la question, c'est de calculer, en fonction de la température T0, le rayon critique de la sphère remplie de peroxyde de ditertiobutyle, au-delà duquel un emballement thermique est susceptible de se produire. C'est des composés qui sont stockés en général dans des cubes sphériques autour des usines chimiques. Donc, pour identifier le rayon qui peut conduire à un emballement thermique, ce qu'il nous faudrait aussi, c'est la variation d'enthalpie de réaction, le delta H de la décomposition thermique, qui est donné, qui vaut moins 150 kJ par mol. Il nous faut la masse volumique, qui est 900 kg par mètre cube, et la capacité calorifique massique de ce composé, qui est la moitié de celle de l'eau, c'est 2100 joules par kilo et par Kelvin. Donc, d'une façon plus générale, si on étudie la stabilité d'un réacteur fermé, en général, on parle de deux conditions de stabilité. Donc, pour avoir la première condition de stabilité, on fait des bilans couplés de matière et de chaleur. Donc, un bilan de matière en réacteur fermé, c'est entrée plus production égale sortie plus accumulation. Si on est un réacteur fermé, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. J'ai simplement le terme de production qui est égal à l'accumulation, Na0 d de xa sur dt. Et puis, le bilan d'énergie, il s'exprime comme ceci. Encore une fois, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Le terme de production d'énergie, c'est du RV fois moins delta RH. Et le terme d'accumulation d'énergie, c'est un V fois ρ fois Cp, d de la température sur le temps. Cp, c'est une capacité calorifique massique en joules par mol, par kilo et par Kelvin. ρ, c'est une masse volumique en kilo par mètre cube. Et V, c'est un volume, bien évidemment. Donc V fois ρ, ça donne des kilos. Et ces kilos multipliés par le Cp, qui est en joules par kilo et par Kelvin, ça permet d'avoir une variation d'enthalpie en joules par seconde. Donc en couplant ces bilans de matière et d'énergie, on arrive assez rapidement à ce qu'on appelle une droite adiabatique qui dit que T égale T0, la température initiale, plus Jx. J, c'est l'élévation de température adiabatique, c'est C0 fois moins delta RH sur ρCp, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos ainsi qu'en cours. Donc ça, c'est une première condition de stabilité. Si au final J est bien trop élevé et que cette relation conduit, lorsque X vaut 1, à une température supérieure à celle que peut supporter le système, eh ben, on ne peut pas mettre en œuvre cette réaction. Donc dans ce cas-là, il faut diminuer la valeur de l'élévation de température adiabatique J, ce qu'on fait en diluant le système. Souvent, on dilue le milieu réactionnel. Donc ça, c'est une première condition de stabilité. La seconde condition de stabilité, elle est un petit peu plus compliquée. Elle dit que la chaleur évacuée par le dispositif de refroidissement. Donc ici, on a le réacteur fermé, puis on a un dispositif de refroidissement qui évacue de la chaleur. Donc il faut que cette chaleur soit supérieure à la chaleur dégagée par la réaction dedans. Mais ce qu'on veut aussi, c'est que la variation de cette quantité de chaleur en fonction de la température soit supérieure à celle dégagée par la réaction. Ce qui se traduit par la variation de la quantité de chaleur évacuée par le dispositif de refroidissement en fonction de la température plus grande que la quantité de chaleur dégagée par la réaction. Donc on veut des conditions glissantes en fonction de la température. Et donc ceci, on peut la détailler un petit peu. La quantité de chaleur dégagée par la réaction, c'est RV fois moins delta RH, on l'avait vu juste au-dessus. Si on ramène tout ceci par V ρ Cp, on va tout diviser par V ρ Cp parce que ça fait apparaître des nombres adimensionnels un petit peu plus simples à utiliser. Donc dans ce cas-là, la quantité de chaleur dégagée par la réaction, elle est proportionnelle à RV fois moins delta RH sur V ρ Cp. Et ça, on peut séparer. Donc on fait directement apparaître ici le J qu'on vient de voir là-haut. Donc c'est C0 fois moins delta RH sur OCP. Et R sur C0, c'est l'inverse d'un temps caractéristique. C0 sur R, c'est un temps caractéristique de réaction chimique. R, c'est une vitesse de réaction chimique en mol par mètre cube par seconde. C0, c'est une concentration en mol par mètre cube. Donc C0 sur R, c'est un temps caractéristique de réaction chimique. Donc ça fait directement apparaître un J sur TR. Quelque chose d'assez simple. Et puis, on veut dériver cette quantité par rapport à la température, puisque je vous rappelle, on a une condition glissante. Donc, ce qu'on sait, c'est que la quantité de chaleur dégagée par la réaction, la plupart du temps, elle est la plus importante au début de la réaction. C'est là où la vitesse est la plus élevée. Et donc, on va s'intéresser uniquement à la quantité de chaleur dégagée par la réaction à l'instant initial. C'est pour ça que j'ai un petit 0 ici. Et donc, on va dériver la quantité de chaleur dégagée par la réaction par le temps à l'instant initial. Et donc, ici,
on a une réaction d'ordre 1, R ça vaut K fois C, et à l'instant initial ça vaut K fois C0. Donc c'est simplement la dérivée de K fois J sur dt. Ceci, ça se dérive assez simplement, c'est la dérivée d'une exponentielle. Ça me fait apparaître au final, après développement des calculs, un E sur R, donc, qui vient simplement de ce terme-là. J'ai toujours le J, l'élévation de température adiabatique, et puis j'ai toujours un TR au dénominateur, mais TR initial, TR0, donc c'est le temps caractéristique de réaction initiale. Donc là, on vient de voir le terme en D de Q réaction sur la température. Si on continue, on va s'intéresser à l'autre terme. Donc là, j'ai remis le résultat qu'on avait simplement sur la diapositive précédente et j'ai rappelé l'élévation de température adiabatique et le temps caractéristique de réaction. La quantité de chaleur évacuée par le dispositif de refroidissement, elle s'exprime sous la forme UA delta T. U, c'est le coefficient de transfert de chaleur, A, c'est la surface, et T moins T par watts, c'est bien évidemment ce que peut évacuer le système. Donc encore une fois, c'est une quantité évacuée en watts, ou en joules par seconde, et on va la diviser par V rho Cp, puisqu'on avait divisé la quantité de chaleur de réaction par V rho Cp tout à l'heure. Quand on dérive ceci par rapport à la température, il n'y a aucune difficulté, ça fait du UA sur V rho Cp. Et quand on regarde d'un point de vue dimension, cette quantité-là, c'est analogue à l'inverse d'un temps, c'est ce qu'on appelle un temps caractéristique de refroidissement. Donc au final, après quelques développements mathématiques, notre seconde condition de stabilité, elle dit que 1 sur tau C doit être plus grand que cette quantité-là, E sur RT0 carré fois J sur TR0. Et on la trouve souvent dans la littérature sous une forme inverse, avec un tau C, un temps caractéristique de transfert thermique plus petit que cette quantité-là. C'est ce qu'on appelle la condition de stabilité de Semenov, du nom de l'auteur qui l'a démontré, et elle est utilisée de façon assez classique. Ça permet d'estimer la stabilité d'une réaction exothermique mise en œuvre en mode fermé. Et donc maintenant, on va appliquer cette relation de stabilité de Semenov à notre problème. Donc on a un réacteur sphérique, parce que c'est une cuve de stockage sphérique, et on va dire que le rayon il est critique lorsque j'ai l'égalité de la relation précédente, lorsque tau C égale T0 carré fois TR0 sur E sur R sur J. Et donc, il faut calculer les différents termes. Ça ne pose pas trop de soucis. Tau C, c'est une constante de temps de transfert thermique, c'est un V rho Cp sur UA, si le réacteur est sphérique. V sur A, c'est le rapport du volume sur l'aire du réacteur, ça fait R sur 3, donc ça fait le rayon critique sur 3. G du rho Cp sur U, on nous a donné le rho, on nous a donné le Cp, on nous a donné le U. Coefficient de transfert thermique. TR0, ce qu'on a dit, c'est C0 sur R, c'est une réaction d'ordre 1, donc c'est simplement 1 sur K, donc c'est 1 sur A exponentielle de moins E sur RT, et si on passe l'exponentielle au-dessus, le moins disparaît. J, c'est C0 fois moins delta H de réaction sur rho Cp, ce qui nous manque simplement, c'est la concentration C0 initiale, c'est un liquide pur, donc c'est simplement la masse volumique divisée par la masse molaire. Donc il reste à calculer la masse molaire du composé. On l'avait vu au début, je ne le détaille pas ici. Et donc comme ceci, on peut calculer la variation du rayon critique en fonction de la température. Donc ici, c'est le rayon critique en mètres, et là, c'est la température en degrés C en abscisse. Ce qu'on voit, c'est que ce rayon critique diminue en fonction de la température. Donc si on a des cuves de stockage industriels qui font plusieurs mètres jusqu'à la dizaine de mètres, ce qu'on voit, c'est qu'elles peuvent atteindre jusqu'à 80-90 degrés, pas beaucoup plus. Si vous avez des cuves de stockage dans un pays où il fait chaud, où il y a du rayonnement, il faut faire attention, il faudra peut-être prévoir un autre dispositif de refroidissement de la cuve. Et puis si jamais vous voulez mettre en œuvre cette réaction dans un petit réacteur fermé sphérique, pourquoi pas en laboratoire pour l'étudier, un réacteur fermé sphérique qui fait à peu près 10 cm, il ne faudra pas dépasser les 120 degrés. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est le stockage de cuves de grande taille, et il faut s'assurer que la température ne dépasse pas peut-être les 80-90 degrés. Ici, c'est une approche relativement globale, il faudra peut-être faire une étude plus détaillée. Donc en conclusion de cet exercice, c'est qu'on a vu les conditions de stabilité thermique en mode fermé, c'est ce qu'on appelle les conditions ou la relation de Semenov, le nom de l'auteur qui l'a développé. On peut trouver des relations tout à fait analogues en réacteur piston, parce qu'on a souvent des analogies entre un réacteur piston et réacteur fermé. Si jamais on est en réacteur parfaitement agité continu, c'est plus compliqué, il faut étudier les variations autour d'un point stationnaire. Il y a de nombreux exemples développés dans la littérature, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, il y a d'autres conditions de stabilité qui existent dans la littérature. Donc celle qu'on a vue, c'est la relation de Semenov, elle est assez simple. Il y a des conditions plus complexes qui existent dans la littérature. Ce qu'on vous recommande systématiquement, c'est de faire une étude spécifique pour chaque réaction.
parce qu'il peut y avoir des ordres qui sont différents, des ordres qui varient en fonction du temps, si jamais par exemple vous avez des réactions catalytiques ou ainsi de suite. Et il faut faire attention parce que de nombreux accidents industriels sont liés à des emballements thermiques de réacteurs et certains peuvent être très dangereux. Donc on vous recommande de faire des études spécifiques, même si cette approche-là permet simplement d'avoir une idée des conditions de stabilité d'une réaction. Voilà tout. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine fois.